De retour dans l'Africa Newsroom, Makaïla Gebla, journaliste blogueur, Oumar Diop, consultant en finance, Gracien Rukindi-Kiza, éditorialiste, sont toujours avec nous. Avant la pause, nous parlions donc de la situation au Zimbabwe, de ces élections générales qui se précisent. Alors vous ne croyez absolument pas à des élections libres et transparentes, comme le dit le président Emmerson Mnangagwa? Non, je n'y crois pas, mais là où j'aimerais vraiment insister, c'est aussi tout ce que je disais tout à l'heure et que vous n'étiez pas d'accord, c'est le manque de maturité du peuple africain en général. Moi, je sais que c'est ce que je dis, c'est des mots qui sont très forts, mais la vérité reste toujours la vérité. 37 ans au pouvoir, le peuple, il y a quelque chose. Aujourd'hui, en Afrique, il y a une sorte de sacralisation du pouvoir qui fait que le rôle des Alors, est-ce que pour un pays comme le Zimbabwe, quand même, est-ce que la situation n'est pas particulière? En quoi? Alors, les différentes élections qu'il y a eu au Zimbabwe, souvent, on a dénoncé des fraudes. Mais moi, je ne suis pas en train de blâmer à 100% Mugabe. Il a fait des choses bien, c'est un héros national. Mais je pense que... Mais qu'est-ce que vous voulez dire par immaturité du peuple, plus précisément? Parce qu'on accepte tout. On sait tous, tout le monde sait ce qui ne va pas, mais tout le monde l'accepte. C'est ça le problème. Je suis contre les accusations contre le peuple en disant que les peuples africains ne sont pas matures, mais c'est parce qu'en fait, les peuples... Attends, il y a une différence. Je n'ai pas dit que les peuples africains ne sont pas matures, je dis qu'il y a un manque de maturité. Donc, c'est pas pareil. Vous jouez avec les mots un petit peu, Oumar Diop. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas... Les peuples africains, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les peuples africains ne disposent pas d'armes. Par exemple, moi, j'ai assisté à des élections. Mais écoutez, je vais vous donner une illustration. Je vous ai dit qu'il y a un manque de maturité. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai assisté à des élections où c'est le peuple même qui demandait aux hommes politiques de donner de l'argent pour voter. Mais quand vous faites ça, le politicien qui est là, qui cherche à être président ou un ministre, ce qui l'intéresse, c'est ce qui motive le peuple. Donc si vous lui demandez, si vous lui dites... Vous confondez les choses. Quand la femme et le peuple, laissez-moi aller jusqu'au bout. Les élections, on donne de l'argent. Laissez-moi aller jusqu'au bout, ça ne prend que 30 secondes, s'il vous plaît. Donc, si vous demandez à un politicien de vous donner de l'argent pour voter pour lui, c'est parce que donc, le politicien donne déjà de l'argent. Alors la réponse de Gracien Rukindi-Kiza et ensuite Makaïla Gebla. Oui, d'abord, les peuples, je pense que les peuples sont assez mûrs et courageux. Mais en réalité, dès qu'en face, il y a l'oppression, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas d'armes, ils ne peuvent pas se défendre. Il y a certains qui sont tués. Et surtout quand ces peuples sont affamés et que les dirigeants ou les politiciens viennent avec des miettes, un peu d'argent, c'est normal que ces peuples acceptent. Et en général, s'ils n'ont pas reçu, qu'ils ont entendu qu'un politicien donne de l'argent, ils peuvent demander. Cela ne veut pas dire que ces peuples ne sont pas courageux, ils ne sont pas dignes. Je pense qu'ils sont vraiment dignes, mais ils ont besoin des outils. Ils ne sont pas orientés par les politiciens, ils ne sont pas orientés par les intellectuels. Je dirais des fois que les peuples sont lâchés par les politiciens et les intellectuels. La particularité, Zara, c'est aussi l'impréparation de cette élection, parce qu'on sort d'un régime d'exception, je dirais c'est un régime d'exception, parce que ça fait 37 ans que Mugabe est au pouvoir, et qu'aujourd'hui, à 37 ans, venir organiser une élection dans un contexte aussi où l'opposition n'adhère pas, je pense que ça suscite un peu... Vous trouvez le calendrier un petit peu serré? Trop serré, et puis c'est de là où je parle de l'impréparation. Il fallait que la société civile, qui est aussi déjà debout depuis un certain temps, et qui réclamait, qui est réclamé effectivement au pouvoir en place des manquements sous le processus électoral, adhère aussi au processus. On a l'impression que la société civile n'est pas prête, l'opposition est encore beaucoup plus divisée par l'état de santé de Morgan Tsvangirai. Donc ça pose quand même un problème de retenue et d'attention, de mon point de vue en tout cas. Alors, et on prolonge alors la présidence de Mnangagwa. Alors est-ce que c'est pas un peu risqué? Ça serait pas un peu risqué de prolonger la présidence par intérim? Mais justement, on est dans un fait. Et en fait, l'autre, Emmerson Mnangagwa nous a mis dans il faut qu'il soit au moins élu. Il faut qu'il soit élu, qu'il continue avec une élection. Il n'aurait pas dû être quand même le président par intérim. Il fallait laisser en fait le pouvoir à une autre personne. Très bien. Alors on continue de débattre de l'actualité africaine et tout de suite le grand angle. Et notre grand angle aujourd'hui est consacré à la BDAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. L'institution mobilise plus de 30 milliards de francs CFA pour le financement de projets axés sur la diversification des économies de la sous-région. Reportage d'Eva Panzo. Le conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenu ce mercredi 24 janvier 2018 à Brazzaville, a approuvé 5 propositions de financement pour un montant total de 33,125 milliards de francs CFA.
La banque a prévu 20 milliards pour le projet de développement d'une infrastructure de stockage des hydrocarbures et 5 milliards pour la réhabilitation et l'élargissement de la route nationale PK5, PK12 à Libreville. Malgré la hausse du budget, les effets de la crise ne sont pas exclus. On a alors adopté un budget qui, en termes de produits, a connu une augmentation d'environ 8% par rapport à 2017. Et en termes de charges, il y a eu une diminution de 7% par rapport à l'année dernière. D'autres projets concernent la création d'un complexe agro-industriel de palmiers à huile par la société Palme d'Or en Centrafrique pour 4,5 milliards, la construction de la petite centrale hydroélectrique de Mbakau au Cameroun pour 800 millions et la construction du centre hospitalier Mamabong à Bata en Guinée équatoriale pour un montant de 2,9 milliards. Mais le financement de tous ces projets s'inscrit dans la vision définie dans le plan stratégique 2017-2022 de la banque. Les projets que nous finançons maintenant ne peuvent qu'être dans le cadre de ce qui est prévu dans le plan stratégique 2017-2022, qui sont déjà les guides, puisque le même conseil d'administration suit aussi de près à chaque fois que nous finançons des projets pour s'assurer que nous sommes dans les critères qui avaient été approuvés par nos organes. Le conseil d'administration de la BDEAC a par ailleurs approuvé la mobilisation de 2 lignes de crédit auprès de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique pour un montant total de 35 millions de dollars. Ces nouvelles ressources devraient permettre à la BDEAC de financer les projets d'agriculture, de la pêche, l'agro-industrie, l'élevage et le commerce avec le monde arabe. Alors, les pays d'Afrique centrale qui continuent de subir les contre-coups de la chute des cours du pétrole, des pays pour la grande majorité dépendants de l'or noir. Ce type d'investissement, c'est central pour diversifier l'économie, Oumar Diab. Oui, absolument, c'est central parce que c'est une zone où le pétrole marche bien. Avec le chute du prix du pétrole, il faut investir quelque part. Donc, c'est très important. Mais là, ce qui est plus important aussi, c'est de cibler les secteurs vraiment qui sont porteurs qui peuvent créer des emplois. On parle beaucoup d'investissement pour créer la croissance, mais créer la croissance sans créer d'emplois, ça ne sert pas à grand-chose. C'est très important parce qu'un exemple très simple sur les secteurs énergétiques, par exemple comme le secteur énergétique, ça contribue à changer les chiffres du produit national brut, les chiffres de la croissance, mais ça crée très peu d'emplois. Un exemple très simple, c'est le groupe Total. Donc, sur l'ensemble du continent africain, c'est 10 000 emplois. Donc, vous prenez juste le Sénégal, c'est 180 personnes qu'ils emploient. Donc, c'est très peu par rapport à tout ce qu'ils gagnent en Afrique, par exemple. Ce qu'il faut aujourd'hui pour les Africains, c'est d'avoir un modèle qui est à côté, c'est le Maroc. C'est beaucoup d'investir dans l'agroalimentaire, par exemple l'agriculture. Le Maroc, aujourd'hui, c'est 40 milliards de dollars par an qu'ils génèrent pour les exportations. Donc, ils ont réussi aujourd'hui à avoir une autosuffisance alimentaire et d'avoir un surplus pour les exporter. Donc, c'est très important d'avoir des priorités. Aujourd'hui, les Africains, ce qu'ils ont besoin, c'est l'emploi des jeunes qui périssent partout dans le monde où personne n'en veut. Il faut créer de l'emploi chez eux. Il faut beaucoup investir dans des secteurs agricoles qui créent beaucoup d'emplois. Alors justement, la BDEAC a parmi ses projets, un projet qui se trouve en Centrafrique qui concerne justement l'agroalimentaire, notamment pour créer des emplois. C'est très important, mais je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et quelque chose aussi qui est très important, c'est que c'est une zone qui est très instable. Donc l'Afrique centrale, c'est l'une des parties les plus instables en Afrique. Et il y a deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est l'instabilité politique et le développement. Ça ne va jamais ensemble. Donc si les Africains, quelque part, veulent avancer, c'est très important de parler beaucoup de démocratie, mais la souveraineté, elle est importante. Donc c'est la souveraineté aussi qui pousse à avoir de la stabilité. Donc le développement part toujours avec la stabilité politique. C'est très important de penser à déposer les armes si on veut avancer, sinon on investira pour rien du tout. Makaïla Guebla. Moi, je rebondirais sur le dernier aspect de son analyse par rapport à la question de la stabilité. J'ajouterais l'insécurité également. Souvent, les économistes disent que faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Et la BDEAC n'a pas tenu compte, effectivement, de l'environnement économique qui n'est pas du tout stable en Afrique centrale. Vous avez le cas de la Centrafrique qui sort d'une guerre
pratiquement de 5 ans. Vous avez aussi le Congo, dont les élections n'ont pas suscité une adhésion populaire. Le pays reste encore divisé. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la BDAC a choisi des pays aussi, je dirais, fournisseurs, parce qu'il y a des pays qui ont un monopole financier dans l'espace BDAC. Donc, je pense du Gabon, je pense également du Congo. Et la Centrafrique, c'est le ventre mou, effectivement, de la sous-région. Le Tchad, englué dans une crise, n'a pas bénéficié, effectivement. Mais les secteurs dont tu évoquais, c'était encourageant de cibler des secteurs comme la pêche, l'élevage, l'agriculture, pour vraiment tirer le pays vers un développement harmonieux et stable. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas une politique d'accompagnement de ces pays-là au sein même de l'espace CEMAC, au sein même de l'espace BDAC. Donc, du coup, je pense que ça reste quand même un slogan qui suscite un peu de réserve de mon point de vue. Gratien, vous êtes aussi pessimiste, si je puis dire. Oui, je suis vraiment pessimiste par rapport même à ces projets. Quand je constate que ces projets ne sont pas du tout planifiés, on a l'impression qu'on va financer, on a de l'argent, on met sur un projet, construisez un barrage, terminé. Mais le barrage, pourquoi faire? On peut produire. On peut par exemple construire un barrage en République centrafricaine de 10 gigas, mais en réalité, ça ne servira à rien. Il n'y a pas un ensemble pour dire on construit un barrage et autour, il va y avoir des industries. Et les industries, on va produire. Pourquoi produire? On ne peut pas consommer au niveau national. On a besoin d'exporter. On planifie où est-ce qu'on pourra exporter. Déjà, au niveau des deux zones de CFA, il n'y a pas de convertibilité de monnaie. Comment est-ce que de Centrafrique, je vais exporter en Côte d'Ivoire, au Mali, alors qu'on doit transférer, convertir en euros et puis en CFA? Ça pose un problème. Et puis, le dernier point, c'est que les montants, c'est vraiment dérisoire. Voir un pays qui reçoit 1 million d'euros. Vous savez, 1 million d'euros, c'est quoi? Ici, en France, 1 million d'euros, ça fait deux appartements. Un pays qui reçoit 1 million d'euros et qui crie, on a reçu un crédit. Pourquoi recevoir? Moi, je pense même qu'il va de la crédibilité, vraiment de la confiance, d'une certaine, disons, d'un certain bravo des pays en disant 1 million d'euros, j'en ai pas besoin, je peux en trouver au niveau de mes banques, je peux mobiliser facilement 1 million d'euros. 1 million d'euros, on augmente un peu une taxe sur les produits de luxe, on a 1 million d'euros, on n'a pas besoin de s'agenouiller devant les banques pour avoir ce crédit. Oumar Diop et ensuite Makaïla. Alors, je ne vais pas être long. Nous avons énuméré ici beaucoup de problèmes. Donc, ça fait des années, des siècles que ça dure. Donc, je reviens tout à ce que je disais tout à l'heure. Posons-nous des questions. Si nous sommes toujours là en train d'énumérer des problèmes, c'est que quelque part, il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, moi, je ne pense pas du tout qu'il faille tout simplement pointer du doigt aux hommes politiques. Donc, les peuples africains doivent aider. Je termine, grand s'il te plaît. Les peuples africains aussi doivent aider à décider, à prendre de bonnes décisions. L'exemple du Sénégal, Abdou Diouf, c'était un des meilleurs élèves du FMI, du Fonds monétaire international, qui venait nous dire ouais, il faut 2% de croissance, il faut 3%. Ce n'est pas aux organismes internationaux externes de nous fixer nos caps à nous. Donc, on les a suivis. On s'est désintéressé du secteur agricole. 100 ans après, on a compris qu'il y a des problèmes. On a compris qu'il faut encore faire des marches arrière pour investir dans l'agriculture. Donc, posons-nous des questions. Il y a des problèmes aujourd'hui. Nous devons dépasser cela. Mais c'est l'ensemble du peuple africain avec les chefs d'État qui feront qu'aujourd'hui qu'on pourra aller ensemble. Zahra, moi, mon inquiétude, c'est aussi le source de financement. Il n'y a pas des financements endogènes, c'est des financements exogènes. L'Afrique centrale a tendu la main à la Banque de développement arabe qui est censé leur donner des moyens pour quand même renflouer effectivement les caisses des banques de l'Afrique centrale. Autre chose, c'est aussi effectivement le statut même de la banque, parce que le statut du personnel devrait être aussi traité. On a l'impression qu'effectivement c'est un club d'amis comme d'habitude qui se retrouvent, qui débattent, mais la concrétisation nous pose problème. Donc l'adhésion du peuple africain, c'est le souhait de tout le monde. Mais on a l'impression que, comme le disait Gratien, c'est que le peuple africain n'a pas été associé à des réflexions de grands enjeux économiques de son développement. Donc, on nous met devant un fait accompli et ce qui est regrettable, c'est ce à quoi on assiste depuis un certain temps. Il faut absolument associer la population africaine. Il faut qu'il y ait plus de transparence dans nos gestions. Or, ce n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Alors, Gratien a soulevé un point assez important, c'est sur la somme octroyée par la BDAC, 33 milliards de francs CFA. C'est dérisoire, véritablement, comme le dit. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la somme en tant que telle, c'est l'utilité des sommes La gestion.
la gestion. La somme est aussi importante. Elle est importante, mais c'est la gestion est beaucoup plus importante. Vous savez que c'est ce qui donne de l'argent, c'est ce qui investissent. Il y a des évaluations derrière. Si Maroc, aujourd'hui, 30 ans après, continue chaque année à avoir des financements, c'est parce que derrière, il y a une très bonne gestion. Il y a certains pays africains, ils reçoivent un financement aujourd'hui. Avant qu'ils en reçoivent, il faut 2 mandats, il faut 2 deux successeurs. Parce que quelque part, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème. Donc il y a un problème de malgouvernance qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, même les sommes qu'on reçoit, on ne les met pas là où il faut mettre. On ne les met pas dans des secteurs qui portent d'emploi. J'insiste là-dessus. On parle aujourd'hui de financer 33 milliards pour booster la croissance. Mais on devrait plutôt insister sur l'emploi. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la croissance en tant que telle. On peut avoir de la croissance sans avoir de l'emploi. Ce que disait Zahra Omar Diop, c'est au niveau de la rigueur de la gestion de nos ressources qui pose problème. C'est que les gens ils brillent par une certaine complaisance, par un certain laxisme par rapport à la gestion des ressources des pays. Donc du coup, on va assister, quoi qu'on va renfler autant de milliards dans les caisses des États africains, je pense que tant qu'il n'y a pas une rigueur dans nos gestions, on ne pourrait pas quand même ressortir un plan de développement cohérent qui puisse quand même... Donc la gestion, le suivi, Gratien. Mais en réalité, en fait, tout cet argent-là, les pays, je dirais, ils n'en ont pas besoin. Si l'économie tourne, l'économie crée sa propre monnaie et l'économie crée aussi sa force pour fonctionner et crée aussi des emplois. On peut avoir beaucoup de chefs d'État africains qui tant qu'on a des projets qui sont... Ça ne pourra pas marcher. Il y a des pays qui, ça marche parce que ça tourne. Mais en réalité, justement, je reviens à l'histoire des peuples. On n'a jamais vu un peuple qui est appelé par des dirigeants honnêtes qui ne suivent pas les dirigeants. On a vu le Burkina Faso avec Sankara. On a vu le Ghana avec Jerry Rawlings. On a vu la Tanzanie avec Julius Nyerere. Aujourd'hui, on voit la Tanzanie avec Magufuli. C'est pratiquement, il y a une sorte disons, de démission du peuple. Non, c'est toujours le peuple. C'est pas seulement au niveau des dirigeants. Regardez même les armées du monde. Les armées du monde, on en parle de qui? On parle des généraux qui ont mené les guerres, les Romains, les autres. Donc, si les troupes sont bien dirigées, sont bien commandées, ils avancent. Alors, Omar Diop. C'est très important parce que je vais clarifier ma position là-dessus, parce qu'il y a des frères et sœurs africains qui me regardent, donc c'est très important. Moi, je ne suis pas en train de dénigrer le peuple africain. Je suis en train de faire des analyses libres et intellectuelles, de façon à ce que chacun d'entre nous doit se poser des questions. Je vais vous donner des exemples très simples sur le peuple africain que je vous ai dit. En 2012, on avait un président qui s'appelait Abdoulaye Wade, donc qui voulait coûte que coûte imposer son fils. Le peuple... le mouvement qu'on appelait Y'en a marre n'était pas d'accord. Tout le monde est descendu à Dakar. 2 ans après, le même Abdoulaye Wade qui a été démis de ses fonctions, qui est revenu, je termine Gratien, qui est revenu, c'est les mêmes personnes qui étaient en train de le chasser, qui reviennent, oui, mais qui reviennent pour le défendre, dire que vous nous manquez. Donc on ne comprend pas. On n'avance pas. L'aéroport qui a été construit, je vais terminer par là, l'aéroport qui a été construit, on a insulté partout des gens pour dire que ce n'est pas des bonnes infrastructures, ce n'est pas bon, alors que nous, si on ne va... Moi, j'ai vu avec mes propres yeux, il n'y a aucun problème là-dessus. Si on ne valorise pas, nous, nos infrastructures à nous, si on ne respecte pas nos institutions, on ne peut aller nulle part. Merci pour ces précisions. On n'a pas envoyé les chars ou les blindés contre le peuple. Pardonnez-moi, en quelques secondes, très rapidement, Makaïla Guebla. Moi, je résumerais ce qu'ils ont dit les deux, c'est que lui, il parlait d'un problème de leadership au niveau continental. Diop, il parlait également de la volonté populaire. Donc je pense qu'ils disent tous la même chose. Il faut absolument, dans aucun pays, aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui marche, qui va très bien, parce qu'en fait, il y a un leadership des personnalités de Kagame qui est là, qui quand même suscite quand même une passion, une admiration du côté des pays africains. Donc je pense qu'il faut réfléchir et repenser le leadership africain. Il faut une vision politique et un peuple qui va avancer. C'est les deux qui vont ensemble. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.